pour comprendre un peu et schématiquement la différence entre la société à l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. On va dire dans ce cadre-là, j'ai tendance à dire faites ce premier investissement à l'IR. Pourquoi? Parce que ça va... Et puis une fois qu'on a absorbé le déficit, basculer à l'IS. Et que maintenant une SCI qui est à l'IR peut être transformée au bout de, je crois que c'est 4-5 ans, à l'IS, et même inversement. Bon, maintenant il accepte, mais alors le fisc ne fait jamais de cadeau. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, partie 2 avec Maître Bruce, Maître Bruce, qui est donc mon avocat en droit fiscal et droit des entreprises, qui a déjà fait une première vidéo où on a abordé pas mal de sujets ensemble déjà sur les différents montages possibles, où on a parlé des problématiques que les investisseurs pouvaient rencontrer, mais également des différents montages un petit peu complexes, type holding, démembrement, tout ça. Et donc aujourd'hui, on va aborder plutôt un sujet, alors plus simple, je sais pas, non, on va parler des SCI, on va parler des statuts, on va parler également de la SARL de famille, on va parler des baux commerciaux. Donc allez, c'est parti. Pour ceux qui arrivent pour la première fois sur la chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Ici, on est une chaîne qui parle d'investissement immobilier. Je co-dirige aussi la société Projet Locatif. Vous avez un lien en description si vous souhaitez passer à l'action. On propose des projets clés en main sur toute la France avec des conseillers qui sont tous des multi-investisseurs. Donc, je vous laisse regarder si vous êtes intéressé pour passer à l'action. Vous avez également le lien du cabinet de Maître Bruce. Voilà, si vous voulez avoir son contact et avoir ses conseils. Donc, comme l'a expliqué Maître Bruce, spécialisé en droit fiscal, en droit des entreprises, et donc sa collaboratrice qui est spécialisée en droit du travail et droit de la famille. Donc Maître Bruce, encore une fois, merci beaucoup de participer à cette vidéo. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour ceux qui vous découvrent pour la première fois sur la vidéo? Quelle est votre spécialité? Je suis Olivier Bruce, je suis avocat au barreau de Limoges depuis 22 ans maintenant, et je m'occupe essentiellement donc, du droit des affaires qui regroupe le droit fiscal, le droit des sociétés, le droit commercial. Et avec la particularité, donc j'ai une activité à prépondérance de conseil, mais également de contentieux, c'est-à-dire que lorsque je donne un conseil, je suis capable d'aller le plaider derrière et devant les juridictions, et en fonction de ce que me disent les juridictions, j'adapte les conseils que je peux donner à mes clients. C'est vrai, toujours très prudent et voilà, en tout cas on a l'esprit tranquille puisque Maître Bruce est notre avocat pour nos différentes sociétés au niveau personnel ou professionnel ou même dans le cadre de SCI. Ça fait à peu près 7 ans qu'on travaille ensemble et voilà, jusqu'à maintenant, toucher du bois, ça se passe très bien. Et donc c'est très rassurant et voilà, d'avoir un conseil comme ça de qualité qui nous permet d'être serein en tous les cas dans tout ce qu'on entreprend et de ne pas faire rouler et tomber le beau château de cartes qu'on met en place. Donc merci en tous les cas pour toute l'aide que vous nous apportez au quotidien. Il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui, parlons un petit peu des SCI parce que je pense que là, beaucoup de personnes se posent la question, est-ce que je crée une SCI? Est-ce que j'achète en nom propre? SCI à l'IR, SCI à l'IS? Quel choix fiscal est le plus adapté? Et au niveau des statuts, est-ce que c'est nécessaire de consulter un avocat ou est-ce qu'on peut prendre des statuts préétablis? Quels sont vos conseils et votre approche sur le sujet? Alors déjà, c'est le b.a.-ba de l'investissement immobilier. C'est de savoir comment je fais le montage. Est-ce que je l'achète comme ça, c'est-à-dire je vais chez le notaire, je suis en nom propre, voilà, j'ai fait mon emprunt, je paye et puis voilà, c'est à moi. Soit je fais une SCI. Alors, en fonction de vos voisins, de vos connaissances, il y en a qui disent il faut faire une SCI, c'est obligatoire. Il y en a qui disent non, surtout pas ça. Et à l'arrivée, on ne sait plus du tout ce qu'on doit faire. Surtout qu'en plus, la SCI, c'est compliqué. C'est qu'il y en a, on vous dit oui, mais il faut à l'IR. Ah oui, mais attention, il faut prendre l'IS. Ce qui fait qu'à l'arrivée, on ne sait pas trop. Et puis on se dit, voilà, on est perdu, on va sur Internet, alors on vous donne des avantages, mais il faut comprendre, parce que sur la fiscalité, là-dessus, sur les nuances, c'est compliqué. Et à l'arrivée, on ne sait pas, et puis on va des fois sur un schéma, parce qu'on nous a dit, ça c'est mieux. Donc on y va, et puis après, on va se rendre compte que ce n'était pas le bon schéma, et que finalement, on a été très mal conseillé par ce voisin, mais qui, lui, ça allait bien. Hein. Pour lui, ça lui correspondait. Ça lui correspondait, mais c'est pas à vous. Alors, effectivement, ça peut être intéressant, lorsqu'on a un projet, d'aller voir un avocat ou un conseil qui va juste vous prendre une consultation, mais comme c'est un investissement très important sur le long terme, bien sûr, j'ai envie de dire, le prix de la consultation qui est
je vous l'ai dit, ça peut être de 150 à 250 euros, 300 Oui. euros. Voilà, qui se justifie pleinement pour avoir au moins un éclaircissement. Et moi, je pars du principe que déjà, un bon montage, c'est un montage simple et qu'on comprend. Alors, différence entre déjà acheter seul ou acheter en SCI. Alors, quand on achète seul, il n'y a pas de souci, on fait son emprunt seul, Oui. on est propriétaire tout seul de l'ensemble immobilier, on perçoit des loyers, on rembourse la banque et bien entendu, à la fin, on a son impôt sur le revenu en fonction des revenus fonciers et on est imposé selon sa tranche d'imposition. Donc là, très simple. Ensuite, société civile immobilière. Déjà, donc, on est deux. Oui. Alors, soit c'est son épouse, soit c'est un tiers. Alors là encore, il y a possibilité d'acheter ce qu'on appelle en indivision, c'est-à-dire sans structure sociétaire. Mais l'indivision est un peu plus compliquée à gérer parce qu'elle est régie par le Code civil. Alors, il faudrait faire des conventions d'indivision pour que ça soit exact et bien fait, sauf qu'on ne le fait jamais. Donc, en général, c'est pour ça qu'on va vous conseiller de faire une société civile immobilière, parce qu'il y a des statuts qui vont régler les droits et les obligations de chacun et savoir comment va être gérée la société. Donc, ce schéma-là, vous êtes avec un tiers, SCI, c'est le mieux. Vous êtes avec votre épouse. Oui. Alors, là, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on vaut mieux l'acheter en indivision parce qu'en tant que mari et femme ou en société? Alors j'ai envie de dire, la SCI en tant que telle n'a pas forcément d'intérêt. Oui, c'est transparent. La SCI à l'IR est transparente. C'est transparent. Ouais. Sauf si vous me dites, oui, mais j'ai des enfants. Alors, vous êtes marié depuis assez longtemps, vous vous projetez dans votre couple, vous avez des enfants qui ont plus de 20 ans, et vous leur dites, oui, moi j'aurais jamais rien donné, et je serais tenté de leur faire des donations, et si possible que ça me coûte rien. Oui. Si possible. Donc là, on va vous dire, oui, l'intérêt c'est peut-être la SCI, parce que la SCI a une fonction patrimoniale, c'est-à-dire que autant si vous achetez un immeuble, une maison, il n'est pas possible d'en donner des parts d'indivision comme ça. Vous donnez tout ou rien, ou la nue propriété d'usufruit, mais vous ne maîtrisez pas la valorisation et vous savez que tous les 15 ans, vous avez la possibilité de faire, chaque parent a la possibilité de faire des donations sans frais aux enfants. L'avantage, c'est que je peux donner tous les 15 ans des parts de SCI, soit en pleine propriété, soit en usufruit, aux enfants, ce qui fait que je peux, à l'arrivée, si je m'y prends relativement assez tôt et pas trop tard, je peux leur transmettre petit à petit la valorisation de mon bien sans droit de succession, sans rien. Donc là, ça peut être intéressant. Tout à fait, parce que sinon, en nom propre, on doit repayer finalement des frais de notaire, ce qu'on appelle le droit de mutation, à chaque fois qu'on veut donner une partie de propriété finalement. On ne peut pas donner de partie de propriété. Oui. On ne peut pas donner de partie de propriété, justement, c'est le problème. C'est-à-dire que vous donnez tout. D'accord, on ne peut pas repasser chez le notaire et dire... C'est tout ou rien. Soit vous donnez la totalité de l'usufruit, soit la totalité de la nue propriété, soit la totalité de l'immeuble, mais vous ne pouvez pas dire « je voudrais lui donner pour 100 000 ». D'accord. Et oui, alors que là c'est beaucoup plus souple, effectivement. Voilà, donc c'est la possibilité de donner et assez facilement, parce que 15 ans, alors je vous dis, si vous avez 40, 50 ans, vous dites, 65, vous commencez à donner, chaque parent peut donner, donc à l'arrivée, vous avez transmis l'immeuble à vos enfants sans frais particuliers. Même de répartir, quand on a plusieurs enfants, cet immeuble on peut donner tant de parts sur un, tant de parts sur l'autre, c'est beaucoup plus modulable finalement. Donc là, au niveau de la transmission patrimoniale, la succession, c'est très intéressant. Avec la réserve que j'émets auprès des clients aujourd'hui, c'est que effectivement, nos parents, je me rajeunis, mais nos parents, en fait, c'était un schéma qui était très ancré chez nos parents. Pourquoi? Parce que nos parents avaient de bonnes retraites. Et donc, à l'arrivée, ils étaient propices à donner leur immobilier, à chercher des schémas pour donner son droit de succession, leurs biens aux enfants, puisqu'ils disaient de toute façon, même si on est dépendant, on devient dépendant, on a des retraites quand même correctes qui nous permettront de faire face à la dépendance. J'ai des clients qui viennent voir, qui sont jeunes et qui ont encore ce schéma. Et là, je suis beaucoup plus réservé. Et oui, bien sûr. Parce que, on est en pleine réforme des retraites. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si le jour où on sera à la retraite, le régime sera encore garanti, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, on nous dit qu'on est une réforme où tout le monde est dans la rue, mais que dans 5 ans, il faudra de toute manière en faire une autre. Oui. Donc je ne sais pas ce que dans 20 ans ou 25 ans, il nous restera. Et ensuite, même si on est à la retraite, le montant des pensions. Est-ce que le montant des pensions
suffira à faire face à sa propre dépendance derrière. Donc, c'est pour ça que je dis dans les schémas, attention, ne raisonnez pas comme vos parents ont pu le faire. Soyez quand même prudents dans ce genre de transmission patrimoniale parce qu'il y a quand même, notre génération, a quand même une part d'incertitude sur la fin. D'accord. Et donc, ensuite, une fois qu'on a vu ce mode de transmission, c'est la fiscalité. Oui. C'est ce fameux passage à fiscalité qui fait douter tout le monde de savoir est-ce que je dois, d'accord, alors peut-être une SCI, mais est-ce qu'elle doit être à l'IR ou à l'IS? Et là, effectivement, c'est compliqué parce que c'est en fonction d'une situation sur le moment que va être déterminée cette situation et il faut pouvoir se projeter et puis toujours aussi avoir à l'idée, et ce que j'avais dit dernièrement, c'est que la loi fiscale évolue de manière des fois très rapide, et ce qui est vrai aujourd'hui, c'est pas forcément vrai demain. Oui, tout à fait. Alors, pour comprendre un peu, et schématiquement, la différence entre la société à l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Alors, quand j'ai commencé, la séparation entre les deux était très marquée, notamment au niveau des plus-values. Oui. Alors pourquoi? Parce que schématiquement, on va partir du principe qu'on fait un emprunt dans le cadre d'un investissement. Si on n'a pas fait d'emprunt, l'impôt sur le revenu va pouvoir se justifier beaucoup plus que l'impôt sur les sociétés. Mais on part du principe qu'on fait un emprunt, donc on veut acheter un appartement pour ses vieux jours, pour avoir un locataire, et on va faire un emprunt de la quasi-totalité du bien, la plus grosse partie, auprès de sa banque. Donc, fiscalement, c'est simple, c'est-à-dire que le premier du mois, j'ai le loyer qui arrive sur mon compte, mais le 2 du mois, il part à la banque. Donc, concrètement, c'est de l'argent que je vois passer sur mon compte, mais que je n'ai pas. Et cela jusqu'au remboursement de l'emprunt. Alors, si je suis à l'impôt sur le revenu, c'est là où ça peut poser problème, c'est parce que fiscalement, le fisc va vous dire, mais oui, vous avez eu un revenu, la preuve sur votre relevé de banque, j'ai un versement de loyer. Vous allez dire, oui, mais moi, c'est reparti le lendemain. Si vous êtes à l'impôt sur le revenu, il dit, non, moi, l'emprunt, certes, on va déduire les intérêts, mais jusqu'à présent, ce n'était pas grand-chose. Mais moi, c'est un revenu. Ce qui fait que pendant la durée de l'emprunt, vous allez voir sur vos revenus de professionnels s'ajouter des revenus fonciers qui vont des fois vous faire même passer une tranche supérieure et à l'arrivée être imposés lourdement sur des revenus que finalement vous n'avez fait que voir passer sur votre compte. C'est imposé sur le remboursement du capital. Voilà. À la banque. C'est ça. Donc ça peut être très problématique parce que beaucoup de clients qui ont choisi ce système, et bien à un moment, ça coince parce que dans leur, ça a pu passer un moment, mais sauf que des enfants sont rentrés en études, donc il y a des dépenses supplémentaires, et là ils sont pris à la gorge parce qu'il y a cette dépense supplémentaire qui ne peuvent pas intégrer dans leur budget. C'était intéressant jadis parce que on se disait oui d'accord, c'est comme ça, donc on paye pendant. Mais à la sortie, au bout de 30 ans avant, on était exonéré de toute plus-value. On ne parlait pas de CSG, CRDS à l'époque. Donc, il y avait un intérêt, on disait oui, voilà, c'est un placement, c'est un investissement, mais à l'arrivée, il n'y a pas de plus-value. Donc, le montage était cohérent, cohérent et intéressant. Un impôt sur société, alors c'est un peu différent, puisque l'avantage, c'est que dans le cadre de l'impôt sur les sociétés, les revenus, c'est déclaré, c'est une recette, mais les charges d'emprunt, c'est une dépense. Et donc à l'arrivée, recette égale les dépenses, résultat net, 0. Impôt, 0. Et ça, pendant toute la durée du crédit, de l'emprunt. Dès lors qu'il n'y a plus d'emprunt, donc là, il n'y a qu'une recette et il n'y a pas de charge, donc impôt sur société, avec taux réduit à 15%, ou au-delà d'un certain taux, vous avez le taux plein pot. Intéressant puisque justement, votre fiscalité personnelle n'est pas impactée par ces revenus. Et puis on est imposé à partir du moment où on génère vraiment et réellement des bénéfices. Voilà. Petit hic, c'est la sortie. Léger. C'est la sortie, parce que la sortie, en fait, on considère que comme vous avez bénéficié du système, donc à l'arrivée, votre plus-value, elle est sur la totalité. Sur l'amortissement du bien, donc si vous avez amorti le bien à 0. Donc là, vous payez de l'impôt sur les sociétés, sur ce résultat, mais l'argent est toujours dedans. Et il va falloir le sortir. Et là, aujourd'hui, c'est la flat tax. Donc concrètement, sur l'investissement, c'est quand même une fiscalité qui est très lourde à la sortie. Alors, ce que j'explique à mes clients,
certes, vous allez gueuler comme un putois, parce qu'ils gueulent tous comme des putois à ce moment-là, mais au moins on a l'argent. Et oui, oui. C'est-à-dire que quand moi je vais payer la flat tax et autres, oui, je trouve ça scandaleux parce que Oui, c'est énorme. c'est lourd, Ouais. mais au moins j'ai l'argent sur mon compte Ouais. pour pouvoir payer. Puis on décide à quel moment on le fait. On C'est maîtrise totalement en fait. C'est ça. On ne se retrouve pas coincé dans un système qui fait tout écrouler, quoi. Tout à fait. Alors, la question, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que tu vas dire, ah oui, l'impôt sur la société, c'est donc mieux. Non, pas du tout. En fait, tout va dépendre déjà de sa tranche de revenus et ensuite du type d'investissement et du revenu qu'il va générer. Oui. Alors, j'ai envie de dire que le primo-investissement, c'est-à-dire le premier investissement, donc on ne va pas acheter un énorme immeuble, on va commencer par petit, on va parler d'un petit studio. C'est ce que font en général, c'est le premier investissement que les personnes font. Alors, ce studio, investissement faible, mais faible revenu. J'ai envie de dire, dans ce cadre-là, j'ai tendance à dire, faites ce premier investissement à l'IR. Pourquoi? Parce que les revenus ne vont pas forcément impacter de manière significative vos revenus globaux, donc votre fiscalité personnelle. Et l'avantage, c'est que vous jouerez sur les plus-values si vous le gardez derrière. Maintenant, je veux acheter 2 appartements. Ouais. Et là, j'aimerais dire, même si j'avais constitué une première société à l'IR, là, 2 appartements, ça veut dire 2 revenus. J'ai tendance à dire IS de suite, à moins que j'autofinance la totalité. Oui, au moins d'avoir beaucoup de travaux, tout ça. Alors après, l'astuce qui se voit, c'est de démarrer à l'IR pour absorber les travaux et bénéficier du statut. Et puis une fois qu'on a absorbé le déficit, basculer à l'IS. Alors je sais qu'il y a eu justement des réformes par rapport à ça et que maintenant une SCI qui est à l'IR peut être transformée au bout de, je crois que c'est 4-5 ans, à l'IS. Et même inversement, la société à l'IS peut être transformée à l'IR aussi, chose qui n'était pas possible il y a quelques temps. Tout à fait. Une fois qu'on avait opté avant, c'était irrémédiable. Bon, maintenant il accepte, mais alors il accepte, le fisc ne fait jamais de cadeaux. Donc en fait, tout ce qu'on a pu bénéficier, on le repaye. D'accord, pour rééquilibrer. Voilà. Donc c'est possible, mais concrètement, à l'arrivée, et fiscalement, ça sera neutre. C'est-à-dire qu'on n'aura pas bénéficié, et même c'est pénalisant. C'est-à-dire, si on doit changer de régime fiscal, c'est-à-dire passer à l'IS, par exemple, 10 ans après, je dis c'est bête, parce que finalement, on a supporté pleinement le nom propre, le nom propre en 10 ans, et finalement, on va aller vers l'IS, peut-être parce qu'on est pris à la gorge à un moment donné, mais finalement, on va perdre tous les avantages qu'on avait fait avant. Surtout que les premières années à l'IS, c'est là où il y a le plus d'amortissement, et donc on perd toutes ces années-là. Mais moi, j'ai un client qui n'a pas eu le choix, parce qu'il était pris à la gorge, parce que justement, il n'avait pas anticipé que ses enfants allaient partir en études ailleurs, donc il avait des frais qui dépassaient ce qu'il pouvait du fait de l'imposition. Il a dit tant pis, de toute façon. Ouais, bien sûr. Oui, quand on est coincé, je suis prêt à perdre, mais bon, c'est vrai que quand avec le comptable, quand on a fait le basculement, on n'était pas fiers. Oui, c'était perdant. Il aurait mieux valu l'anticiper dès le début, quoi. Oui. Je vois pas mal d'investisseurs qui créent des SCI parce qu'ils sont seuls et ils veulent bénéficier du statut à l'IS. Et c'est vrai que après, à part avoir une SASU ou une société commerciale qui n'est pas forcément bien adaptée finalement à l'exploitation de biens d'investissement locatif, ils font des SCI à l'IS en créant justement une société personne morale et en nom propre. Donc en fait, c'est la même personne, il y a la personne physique et il y a la personne morale. Oui. C'est quelque chose qui se fait facilement, qui est assez simple. Ça se fait très facilement, mais c'est le coût du montage. Oui. Et oui, encore une fois, on se retrouve finalement avec la fiscalité de la société qui a été créée, plus la SCI à l'IS. Et les frais de gestion, parce que oui. Il y a un comptable, à un certain niveau, on est obligé de prendre un comptable, même si on trouve un comptable pas cher, c'est des frais annuels, c'est des frais du juridique, c'est des frais qui sont annexes. Et à l'arrivée, il faut être sûr que l'économie qu'on compte réaliser se justifie par rapport à ces frais. Et ça, personne n'en parle, des frais de Alors gestion. c'est vrai, et c'est intéressant justement d'avancer un peu là-dessus, parce que j'ai découvert au fur et à mesure des années, je me suis dit, il y aura quelques frais de comptabilité, mais pas que. Parce que comme vous dites, il y a des frais de juridique aussi qui sont assez importants. Donc, je sais pas, vous me direz à peu près, mais en moyenne, en comptabilité sur une SCI, on est entre 600 et 1000 euros par an.
Et Ça dépend des comptables. ça dépend des comptables, voilà, mais Ça dépend des comptables. bon. Bien souvent, il faut compter à peu près, en moyenne, de ce que je vois, c'est à peu près 200 € par mois D'accord. de frais de comptabilité. D'accord. Alors après, c'est là où il faut peut-être faire des devis et autres, mais Oui, c'est vrai que... ouais. Et on ajoute les frais de juridique. Et donc, effectivement, à chaque fois, c'est des assemblées générales à faire, c'est tout un tas de juridique. Pareil, c'est assez coûteux, hein, finalement. On est à 600 ou 800 € par an de frais de juridique. Donc, mis bout à bout, on est à 2000 € par an, enfin, minimum quoi, de frais classiques de roulement. Donc, forcément, quand on a 2 sociétés pour créer cette SCI, on se retrouve avec multiplié par 2 de ces frais. C'est ça. Faut bien anticiper tout ça, effectivement. Ouais. C'est ça, parce que même si le comptable vous fait une fleur, parce qu'il n'y a pas d'activité... il y a quand même des frais. Donc justement au niveau des statuts, est-ce que vous pensez qu'on peut facilement avoir des statuts classiques qu'on peut trouver sur internet ou est-ce qu'il faut les adapter à chaque situation de chaque personne? Alors, j'ai envie de dire tout dépend, parce que des fois ce que je vois sur internet, moi je vois les statuts qui ont été faits sur internet lorsqu'on me demande de modifier les sociétés ou qu'il y a un contentieux. Mais il y a beaucoup plus de choses qu'il ne faudrait pas faire que de bons statuts. D'accord. C'est ça. Et le problème, quand on est novice, on ne sait pas forcément lequel est le bon. Nous, ce qu'on voit, et on est tous comme ça, c'est celui qui était le moins cher, hein, ou qui était gratuit, ou que... Un copain affilé, c'est ça. On l'a vu circuler. C'est ça. Et à l'arrivée, on peut avoir d'énormes surprises. Notamment, j'ai vu des choses très très surprenantes. Ensuite, dans un cas classique, forcément, les statuts lambda, j'ai envie de dire, oui, il n'y a pas de problématique derrière. Mais dès lors qu'on s'associe avec un tiers, ou qu'on est à plus de 2, j'ai envie de dire, oui, il y a quand même des clauses qui se mettent, notamment, on le voit souvent. Alors, il y a un problème dans les SCI, et c'est que on ne peut pas se retirer d'une société dès lors qu'on est minoritaire. D'accord. Alors, il est possible d'exercer un droit de retrait, mais pour avoir ce retrait dans les sociétés, il faut avoir la majorité des associés. Quand on est minoritaire, on ne l'a pas. Donc concrètement, on peut être prisonnier de ces titres. D'accord. Et la mésentente entre associés, qui pourrait justifier un retrait judiciaire, est exceptionnelle. Alors je l'ai vu une fois à la cour d'appel, on était à la cour d'appel, mais c'est très rare. C'est-à-dire que les principes, vraiment qu'ils soient venus quasiment au fusil entre eux pour dire voilà, vous allez partir. Mais c'est très rare. Ça veut dire que dans la majorité des cas, alors que c'est un investissement, vous êtes prisonnier en fait de la décision du majoritaire. Donc là, il peut être très important de prévoir des cas de sortie qui ne pénalisent pas la société parce qu'il ne faut pas dire je m'en vais alors qu'il y a toujours un emprunt en cours ou autre et que l'autre ne puisse pas racheter, mais il faut quand même prévoir des cas où on peut justement approfondir les cas où on va se retirer de la mésentente, qu'est-ce qu'on considère et comment on gère ce problème. Parce que c'est pareil, je pense qu'il y a des choses qu'on peut mettre, il y a des choses qu'on ne peut pas mettre aussi dans les statuts. Moi j'ai vu passer aussi dans des statuts qui donnent des permissions et des autorisations qui à mon avis ne sont pas applicables en fait en réalité. Donc ça c'est pareil au niveau des droits du gérant. Si, alors ça, vous pouvez adopter les pouvoirs du gérant, c'est-à-dire vous pouvez limiter son autorisation. Alors le gérant représente la société au niveau des tiers. Les statuts c'est la confiance. Et oui. Mais la confiance, ça se mérite. Et puis des fois, c'est pas parce que... Alors si on monte une société, bien entendu, ensemble, avec quelqu'un, c'est parce qu'on se fait confiance. Mais on peut être tenté aussi de dire, il y a un gérant, c'est pas parce qu'il est gérant qu'il a le droit de tout faire tout seul. Donc vous pouvez limiter, par exemple, ces investissements. Vous pouvez dire, au-delà d'un investissement, au-delà, alors dans une SCI, on voit souvent sur les sociétés commerciales, mais par exemple, sur un investissement de 1 000 €, il faudra qu'ils réunissent les associés. Oui. Alors pourquoi? C'est pour que les associés aient une information et puis disent oui, de l'opportunité, dire et pouvoir discuter des projets. Et ce qui est important, parce que bien souvent, je vois dans les sociétés, dans la vie sociale, le gérant fait les choses et puis finalement on réunit l'assemblée quand on la réunit une fois par an et finalement vous avez des associés qui sont au courant de rien. Alors eux, ce qu'ils regardent bien entendu au départ, c'est ce que ça leur apporte. Mais le jour où ça ne rapporte pas suffisamment ou ne rapporte plus, là ils s'intéressent. Puis ils disent oui, mais j'ai jamais été au courant de ça et ça. C'est quand il y a des problèmes en fait que, encore une fois, on regarde en détail ce qui est prévu dans les statuts. Comme les contrats de mariage. Voilà. Et là, oups, mais c'est trop tard. C'est ça.
Donc c'est bien ça. d'anticiper et d'adapter les statuts à chaque situation. Mais à chaque fois. je fais le parallèle avec les contrats de mariage, mais c'est tout à fait ça. Hein. C'est-à-dire Ouais. que quand vous vous mariez, vous êtes en pleine confiance. Si vous avez fait un contrat de mariage, c'est parce que vous vous dites le jour où il y a des problèmes, on se référera à ce contrat de mariage. Les statuts, en fait, c'est exactement ça. Ouais. C'est-à-dire le jour où il y a un problème, parce que les statuts, même les clients, des fois même en les signant, ils disent pas. Oui, bien sûr. Par contre, le jour où il y a le problème, tout le monde reprend ses statuts et dit ah oui, c'est comme ça. Ensuite, au niveau de la cession de parts, donc on en a parlé un petit peu quand on veut faire des donations, mais là, par exemple, on souhaite vendre. Finalement, il y a des associés qui souhaitent se retirer. Vous savez que classiquement, on revend l'immeuble, mais il peut aussi revendre ses parts uniquement, trouver un autre associé. Et se faire racheter les parts de sa SCI. Comment ça se passe la cession de parts? C'est plus simple, je suppose, que de repasser par la case frais de notaire. Il y a moins de frais. Et est-ce qu'au niveau de l'emprunt aussi, il faut en informer la banque et la banque a un droit de regard Oui. par rapport à ça? Alors, dans la plupart des contrats de prêt, une variation du capital, ça dépend des contrats, mais dès lors que ça porte sur plus de 25%, c'est un motif de dénonciation de l'emprunt. D'accord. Ok. Donc là, il faut faire très vigilant parce qu'effectivement, il y en a qui vont faire une cession de part et puis après, la banque s'en aperçoit et là, Oui. Et oui. Alors, soit la banque est gentille, elle dit bon, c'est bon. Ouais. Soit le nouvel associé ne lui plaît pas du tout. Et là, moi, j'ai vu un cas où Oui. la banque a dénoncé l'emprunt. Et alors, D'accord. Ok. Là, c'est Et oui, parce qu'on modifie les règles. En fait, elles ont prêté avec Tout deux à fait. associés Tout à et fait. des cautions personnelles. Alors, c'est vrai que pour le vendeur, vendre ses parts, c'est toujours mieux que le reste. Parce que si vous voulez si vous avez une SCI, vous êtes vendeur, vous avez intérêt à vendre vos parts de SCI plutôt que l'immeuble en lui-même. Oui. Moins de fiscalité, imposition oui. différente. Du coup, Ah oui. c'est des Ah valeurs oui. immobilières. Et oui, c'est-à-dire que vous n'êtes imposé, vous vendez les parts de la SCI, vous n'êtes imposé que sur la plus-value des parts. de la valeur départ. Voilà. Vous vendez un immeuble, le problème c'est que la société est fiscalisée parce que ça lui fait un revenu, donc une plus-value qui sera fiscalisée à l'IS si on parle par rapport à l'IS, mais l'argent, une fois que l'impôt a été payé sur la société, est toujours dans la société. Donc derrière, si je veux le distribuer, c'est une distribution flat tax, 30%. D'accord. Sauf que le problème, c'est que pour quelqu'un, racheter des parts, pour l'acheteur, c'est pas forcément intéressant. Parce que lui, dans ce cas-là, il est obligé de créer une holding pour faire supporter l'emprunt à sa holding pour le rachat des titres. On ne peut pas racheter en nom propre les parts d'une SCI. Ah si, vous pouvez, On peut aussi. mais il faut amener du cash. Voilà, c'est tout. Si vous faites un emprunt, alors là, c'est... Oui, parce que sinon, il faut trouver une banque qui prête en nom propre pour acheter des parts de SCI. Ah, vous la trouverez si vous êtes solvable. Mais sauf que fiscalement, tous les mois, il va falloir rembourser un emprunt. Et pour pouvoir rembourser cet emprunt, vous comptez sur les résultats de la SCI. Mais qu'on ne peut pas percevoir, puisqu'ils sont encapsulés dans une forme sociétale. Voilà. Si ce n'est en les sortant avec la fiscalité qui va avec. Oui. Et là, c'est... Plus compliqué. Oui, non, oui, voilà. D'accord. Donc clairement, oui, c'est pas vraiment spécialement intéressant de racheter des parts de SCI. C'est intéressant pour le vendeur, effectivement, mais en tout cas pas pour l'acheteur. C'est pour ça qu'on le voit très peu, en fait. Je vois très peu de rachats de parts, en fait. Alors, on peut le faire dès lors qu'il y a un très gros emprunt dans la SCI et qu'on est au début de la SCI. C'est-à-dire, ce qui arrive, c'est 2 ans après le montage de la SCI, bon, finalement, il y a un des associés qui dit « non, moi, j'en veux plus et donc on va le faire, on va vendre les parts 1 000 €. Enfin, oui, puisqu'il n'y a aucune valeur au départ. Voilà, puisque la société en tant que telle ne vaut pas grand-chose, et donc on a pris rendez-vous avec la banque pour se présenter, pour dire voilà, je vous racheter les parts, est-ce que vous dénoncerez le crédit? Non. Oui, très bien. Là, il peut y avoir un intérêt. D'accord. Bon, mais du coup, on a tellement bien parlé de la SCI, je pense qu'on va vous faire une autre vidéo un peu plus tard pour vraiment détailler encore plus en profondeur ce qu'on devait parler dans cette vidéo. Donc, on va parler des baux commerciaux, voilà, bien en détail, et on va également parler du statut de la SARL de famille, qui est un statut qui est souvent étudié, regardé par les investisseurs pour ses nombreux avantages. Donc, c'est pareil, Maître Bruce va nous donner un petit peu qui peut être concerné et quels sont les avantages. On se retrouve très vite pour la partie 3. À bientôt. Au revoir. Ciao. Et le problème, c'est que moi, j'ai quand même le sentiment que ce système, cette forme sociétale et ce système n'a qu'un but. C'est principalement éluder l'impôt qui est normalement celui de l'activité de loueur meublé, que ce soit professionnel ou non. Et je me demande si le fisc ne va pas
retoquer cette position. Ouais. Donc, alors, la différence entre baux professionnels et baux commerciaux, c'est essentiellement le principe des baux commerciaux. Alors, c'est pas qu'ils se reconduisent tous les 3 ans, c'est 3, 6, 9, c'est juste qu'il est donné la possibilité aux locataires tous les 3 ans, 3 ans moins 6 mois, puisque c'est le préavis, de dire désolé, je m'en vais. Je mets fin au bail. Voilà. Alors, un bail qui arrive au bout de 9 ans. Là,